Le Congo ne tombera jamais. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique. Je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on fausse même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. De pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce qu'il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait. Sauvons l'Afrique. Qui a réussi à écrire l'histoire de l'Afrique? Qui a réussi à écrire l'histoire de l'Afrique? C'est cette histoire dont nous sommes en train d'essayer à enseigner à nos enfants et ceux qui viendront après nous. Si tu poses la question aux Africains de te dire ce qu'ils savent au sujet des Africains, ils vous diront toujours de la colonisation. Pourquoi? Parce que le vainqueur a réussi à écrire l'histoire. Celui dont je vais vous présenter, il s'appelle Cheikh Anta Diop. Il est le professeur le plus brillant. Paix à son âme. Dans cette vidéo, il va essayer un peu de retracer l'histoire de l'Afrique. J'ai bien dit, il va essayer un peu de retracer l'histoire de l'Afrique. Il est un professeur qui a épaté vraiment l'Afrique et les Africains au travers de sa connaissance. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir beaucoup de choses au sujet de l'Afrique. Voilà, je vais juste vous demander de vous installer, de suivre ensemble avec moi les cours de l'Afrique. Comment il a retracé l'histoire de l'Afrique. Et c'est fort. Je vous laisse d'abord suivre cet élément. Je vais vous retrouver à la fin. Voilà, c'est parti. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique. Je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on fausse même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. De pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce qu'il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de Rivet qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sommes venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'était les Pygmées. Le noir a devancé le blanc est venu, s'il est plus fort, il évince le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des dates qui apparaissaient comme des contes d'épiciers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, c'était, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. Si le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait, c'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien.
C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Alors, on me demande... Motif de déplacement. Oui, le motif de déplacement, les migrations, vous savez, les migrations, il y a toujours une pression matérielle, soit des intempéries, phénomènes climatiques, sécheresse comme au Sahara, voilà, nous le savons. J'ai identifié plusieurs voies de migration. Le Sahara, à partir de moins 7000, j'ai établi des datations au C14 qui nous donnent un Sahara qui commence à se désertifier vers moins 7000, même, oui, j'ai trouvé même des dates de moins 8000. Donc à partir de là, le Sahara se désertifie. Les populations qui étaient plus au nord sont montées vers l'Afrique du Nord. Et les Noirs qui sont en Afrique du Nord, ce ne sont pas seulement des Noirs qui sont allés là-bas du fait de l'esclavage du Moyen-Âge. Ils font partie aussi d'une chose très ancienne. Et les populations qui étaient plus au sud sont descendues. C'est les Proto-Wangara qui sont descendus vers le sud, d'autres sont allés vers l'est. Donc, il y a là une cause climatique de déplacement de peuples. Je vous ai dit que les déplacements se font à la petite semaine. Il y a 2400 ans, ce qu'on appelle la dernière période humide, où toute l'Afrique était couverte de prés herbeuses. Donc, on pouvait se déplacer depuis la vallée du Nil jusqu'à l'océan Atlantique en marchant derrière des troupeaux. Par conséquent, là aussi, il y a une voie de migration. Maintenant, il y a la corrélation également entre des éléments intérieurs et des éléments extérieurs. Il est certain que le sac de Thèbes par les Assyriens, la façon féroce dont les Assyriens ont détruit la ville de Thèbes en 663, a eu des répercussions comme l'occupation de Paris par les Allemands, mais ça n'a pas duré. Donc la métropole noire, une fois qui était vénérable, millénaire, la première fois qu'elle a été mise à sac, ça a eu des répercussions profondes sur les populations africaines qui vivaient presque attirées comme en formant une sorte de grappe autour de la vallée du Nil. Dans les publications prochaines, je montrerai que les Égyptiens étaient descendus jusqu'au Shabbat, c'est sûr, jusqu'aux Zaïre. Nous avons des preuves archéologiques de tout cela. Nous avons des preuves archéologiques qui sont venues ici, des preuves relevant de la linguistique d'autres pays qui sont venus justement jusqu'à la boucle du Niger. Ça concerne la première question sur laquelle je dirai un mot. Et tout cela, donc, des motifs climatiques, une pression extérieure, la victoire, la perte de la souveraineté nationale de l'Égypte a fait que les populations africaines se sont relâchées et se sont repliées sur elles-mêmes à l'intérieur pour former des royaumes à l'intérieur. Alors que jusque-là, l'Égypte était la grande métropole, un peu comme les Germains qui étaient de l'autre côté de la rive du Danube par rapport à la civilisation, au foyer romain. L'Égypte était le véritable foyer auquel le reste de l'Afrique noire était lié par 1000 liens d'esclaves. Et à partir du moment où l'Égypte a perdu la souveraineté nationale, ces populations, évidemment, se sont organisées sur d'autres bases. Alors tout cela, ce sont donc des motifs de déplacement. Pour l'histoire, la période la plus proche. Donc pour la plus ancienne, il devait en être ainsi. Les variations climatiques, on peut les cerner par la paléoclimatologie. Et ça peut être aussi dû au fait que le manque de nourriture, la pression sélective, tout cela, ce sont autant de facteurs qui jouent pour expliquer le déplacement. En tout cas, vous pouvez remonter, vous, en ce qui vous concerne, jusqu'aux racines de la philosophie africaine. Je vous invite à étudier la cosmogonie héliopolitaine. Je l'ai décrit d'ailleurs brièvement dans Civilisation ou Barbarie. Vous y trouverez les prémices. Vous commencerez à vous faire une idée de la consistance de la pensée de vos ancêtres de la vallée du Nil qui étaient noirs comme vous, ici. Si c'était cela, si ce n'était pas cela des arguments, c'est la preuve que, vous voyez, on a presque le cerveau vidé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça l'aliénation. Parce que vous demandez, que valent donc ces arguments-là? Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites? Que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nil, où vous trouverez justement cette civilisation qui est discutée, ces agents qui se sont représentés plus noirs que vous-même. Mais déjà, vous avez des œillères de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça la cécité intellectuelle. Vous comprenez où est la raison dans cette éducation? Où est la raison? Où est le développement du sens critique dans cette éducation? Voilà le danger contre lequel nous devons vous prémunir. Il faut que votre cerveau fonctionne. Je disais encore hier et je le répéterai demain.
que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nation qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Et cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle de l'individu. Voilà le but que vise mon enseignement en tout cas. Et si je ne l'atteins pas, c'est bien. Les moyens de prouver, ce sont les moyens scientifiques. La critique scientifique, n'est-ce pas, c'est une méthode. Moi, j'ai utilisé tout l'arsenal des méthodes d'investigation et des méthodes de preuve. J'ai esquissé même des méthodes nouvelles pour l'histoire africaine. Que justement, les maîtres que vous citez, je vous parlais des maîtres occidentaux, n'est-ce pas, que vous citez, utilisent largement. Parce que le paradoxe, c'est que tout cela dont vous parlez, ils sont coincés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que cette voie pour renouveler la science historique, et c'est moi qui vous le dis. Et ils sont coincés dans leur propre développement idéologique et ils ne savent plus comment se dégager de la position inconfortable où ils se trouvent intellectuellement. Ils sont confinés dans des positions idéologiques indéfendables. Et il suffirait de fournir un peu d'effort, d'acquérir la connaissance directe pour les dépasser. C'est moi qui vous le dis. Alors ils voudraient bien sortir de cette position pour récupérer cette littérature. Mais, sans nous citer bien sûr, mais tout cela est extrêmement difficile. Et la cause est entendue depuis longtemps. C'est de cela que je voulais vous parler. Vous dites que aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas, mais on reconnaît déjà. Et maintenant c'est la conspiration du silence. On n'attaque plus parce qu'on n'a plus d'arguments pour attaquer. Et ce n'est pas le désir qui leur manque, vous le savez bien. Ils nous auraient sciés, ils nous auraient foudroyés s'ils pouvaient déceler la moindre incohérence depuis le temps. Mais maintenant c'est le silence, c'est la conspiration du silence, c'est la médisance dans les salons, c'est les apartés avec les étudiants. Donc voilà, à 3 reprises, l'Afrique apporte les éléments de la civilisation au monde, et ces éléments diffusent dans le monde, et pourtant l'Afrique continue toujours, passe toujours pour un continent fruste qui n'aurait rien apporté aux autres. De restaurer cette conscience historique continentale africaine, de l'intégrer dans l'enseignement, c'est un facteur de cohésion de l'ensemble des peuples africains à l'abri de toutes les formes d'agression culturelle. C'est le seul intérêt que présente une question comme celle-là, et c'est à une œuvre d'intégration de ce genre. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi le professeur Cheikh Anta Dior, comment il a retracé l'histoire de l'Afrique. On dit souvent que le vainqueur écrive l'histoire. Qui est le vainqueur et comment le vainqueur a réussi à écrire notre histoire? Et qu'est-ce qui s'est passé avant la colonisation? Moi, je crois qu'avant la colonisation, il s'est passé des trucs là que le vainqueur n'a pas voulu écrire. Voilà. Avant la colonisation, il s'est passé les trucs là bizarres, l'histoire des Noirs dont le vainqueur n'a pas voulu écrire. Moi, je crois avant la colonisation, je suis en train de pressentir comme s'il y a des choses que les Africains ont réussi à faire. Il y a des endroits que les Africains ont réussi à marcher. Même ceux qui disent que celui-ci avait fait les tours du monde, là, c'est bizarre. Le vainqueur a réussi à modifier l'histoire. Et petit à petit, la vérité est en train de sortir. Parce que les mensonges viennent vite, mais la vérité vient petit à petit. Et nous sommes en train de comprendre ensemble avec vous que ces gens nous cachaient vraiment la vérité. Le vainqueur a eu le temps de nous cacher vraiment la vérité. Moi, je me demande comment le pyramide a réussi à être construit même en dehors de l'Afrique. Je suis en train de pressentir que les Africains marchaient partout. Donc, les Égyptiens anciens, c'était les Noirs. Et ils ont réussi à marcher un peu partout.
À Marsa, ils ont réussi à créer le pyramide, à laisser même leur image des Noirs un peu partout en disant que lorsque les gens là vont venir, ils seront en train de voir que les Africains, les Noirs ont marché un peu partout. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pendant que le vainqueur aille à écrire, à réécrire, je peux dire, l'histoire, ils ont falsifié beaucoup de choses. Voilà. J'aimerais simplement te demander, qu'est-ce que tu connais de l'histoire des Noirs? Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de l'Afrique? Voilà. Tu peux juste nous écrire dans les commentaires ce que tu maîtrises déjà, ce que tu connais déjà, ce qui s'est passé avant la colonisation, par rapport à ce que le professeur Cheikh Anta Diop vient de nous éclairer par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce que toi, tu connais déjà? Voilà. Mesdames et messieurs, cette analyse vient de prendre fin maintenant. Je vous aime beaucoup. C'était ton frère Jacques Kama. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.